C'est parti, ça enregistre. Bon. Bon. Bonsoir. Bonjour, Bonsoir. Bonsoir Elisa. est-ce que vous m'entendez et me voyez? On t'entend, on t'entend. Comment vas-tu? Euh, bon. Tu nous entends Non, je connais. Alors moi je vous entends bien. Ah, ok. Ah, très bien. Eh bien, nous aussi. Nous aussi. Parfait. Euh, Attends, où est la caméra? Ah oui. On a l'impression qu'il fait encore nuit là où tu es. C'est le cas ou pas? Ah, presque en fait, il est 8h30 du matin et comme c'est l'hiver et tout, il fait hyper sombre et il pleut. Aïe. Chez vous, il fait plein jour, mais c'est le soir en fait. Euh, Plein jour, ben, oui, il est 6h30 du soir et ici c'est l'été, hein. Donc Ah ouais, c'est fou, ça va inimaginable. Voilà, il fait 0 degré, il neige à moitié. l'autre bout du monde. Donc on va attendre quelques minutes que les retardataires nous rejoignent. Mhm. Merci pour la photo avec la rencontre de Nicolas en 2016. C'était trop chouette de voir ça. Ah non, pas de souci. Et oui, j'espère que voilà, tu viendras un jour nous voir à l'occasion du Ciné Writers Festival, comme j'avais vu Nicolas, ouais. Ça serait génial. Et t'es jamais venu en Australie encore, hein? Non, jamais, malheureusement. J'ai été vraiment, enfin, pendant 8 ans, j'ai vécu plusieurs mois en Corée et au Japon. Donc, en fait, depuis là, ça aurait pas été si loin. Mais non, j'ai jamais pu venir. Enfin, la marraine d'une de mes sœurs vit en Australie et ma mère y est déjà venue plusieurs fois, du coup. D'accord, d'accord. Euh, Julien, Ouais, au niveau des écrans, ouais, on peut le faire plus grand ou... bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc quand Nicolas va venir, peut-être Bien sûr, bien sûr. euh, Alors, simplement, et peut-être que la personne qui parle. la personne en fait. Tant que Elisa peut Voilà. voir la salle, voilà, hein. Très bien. Donc Elisa, tu me vois et tu vois la salle. Oui. Ok, très bien, on a qu'à faire comme ça. Et quand Enfin, toi, Nicolas... je te vois de biais, mais bon, je crois qu'on se voit tous un peu dans un angle bizarre. Ah, parce que la caméra est ici, en fait. Donc c'est pour ça que quand je te parle, je te regarde pas dans les yeux. Ouais. Non, mais ça va bien parce que moi, je peux pas regarder non plus Enfin, bref. On va pas se regarder dans le... Oh, je crois que c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais, Euh, Quand Nicolas arrivera, ça voudra dire que bon, ça reste sur ce setup. C'est la personne qui parle qui sera en grand, les autres en petit, et ça change dès qu'une personne parle. d'accord. Tu veux voir les deux en même temps? Ouais, peut-être les deux en même temps, ouais, ce serait mieux. Euh, Donc, Elisa, c'est la première fois qu'on fait un format avec deux invités. Donc,
Tu vas être un peu un guinea pig Voilà. On est pour bon. moi. Parfait, très bien. Et c'est des partitions de musique que je vois derrière toi? Ou est-ce que c'est... Oui, oui, c'est enfin, une partie de mon bureau, mais je suis en train de déménager en fait, donc tout est un peu en vrac, mais je joue du violon et du piano. D'accord, d'accord. Voilà, j'ai quelques affaires chez moi encore. Non seulement tu es écrivaine, mais tu joues du piano en plus. C'est bien. Genre, je peux pas dire que je joue, mais c'était mon option principale quand j'étais au lycée. Ouais. Enfin, le violon en fait. Je joue du violon depuis que j'ai 5 ans. Ça, c'est vraiment mon instrument. Et, euh, et puis, oui, j'aurais voulu, je pense, faire des études, je dirais au minimum semi-professionnelles de violon, mais j'avais vraiment le syndrome de l'élève modèle quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me mettais une telle pression pour la musique que j'avais aucun plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça si longtemps, honnêtement. Et donc, pendant 10 ans, je l'ai pas retouché après. Là. En fait, à partir de mes 21 ans, je l'ai vraiment pas touché. Et c'est l'été passé que je l'ai repris. Et en fait, maintenant que j'ai plus d'enjeu ouais, de Ah résultats, de ben, perfection, je sais pas quoi, bah, en fait, j'ai un monstre plaisir. Donc là, je l'ai souvent avec moi. alors, c'était magnifique comme instrument. J'ai ma fille de 9 ans qui joue du violon aussi depuis qu'elle a 4 ou 5 ans. Alors des fois, il faut la forcer un petit peu, mais c'est un superbe instrument, quoi. D'entendre ça dans la maison, c'est super. Ouais. Après, c'est un peu ingrat les premières années, je trouve, avant de vraiment avoir enfin, avant que vraiment ce soit chouette à entendre aussi pour la Ouais. famille. Ouais. Julien, Philippe, on commence quand vous voulez ou on peut attendre encore un petit peu, hein. Ça, je pense qu'on peut y aller maintenant. Ouais. Quand Nicolas est arrivé, pourtant, Non, Nicolas, il en fait un peu plus tard. Ah, Donc, ça va être en 3 temps. ah ouais, très bien. Parce que là, On peut commencer? je peux lancer, c'est bon. Voilà. Parfait, parfait. Très bien, très bien. Eh ben, bonjour, bonsoir, Elisa. Ravi que tu nous rejoignes donc pour ce dernier Philo Bistrot de l'année. Donc, le Philo Bistrot, c'est un événement qui est organisé depuis 2 ans ici à l'Alliance française de Sydney, au 13e étage. Euh, et ce soir, on va parler de Words and Wonders, donc les mots et merveilles, à ne pas confondre avec monts et merveilles, donc les mots et merveilles. Euh, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, L'écume des jours, La vie mode d'emploi, Les Misérables, Les Mille et une nuits, Le vieil incendie d'Élisa Suat-Sapin et La péremption de Nicolas Fargue. Les mots ont le pouvoir d'inspirer la curiosité, l'imagination, l'émerveillement. Les mots donnent vie à des idées, des pensées, des rêves. Euh, des rêves à même de nous amener à des choses qui n'existent pas encore, ces choses qui donnent lieu à des possibilités insoupçonnées. Quoi de mieux en cette période de Noël, période magique par excellence, que de parler de littérature? Euh, Lire un livre, c'est tomber dans un chaudron magique, c'est de la magie noire, on ne sait pas très bien pourquoi les mots nous touchent, nous transportent, et les mots d'Elisa Chua du Sapin, par exemple, on ne le sait pas non plus. Et je ne sais pas non plus comment, Elisa, tu as été télétransportée ici, au 13e étage donc, de l'Alliance française de Sydney, un mercredi 13 décembre.
Donc voilà. Donc, chère Elisa, merci d'être là et bienvenue parmi nous. Merci. Et comment vas-tu d'abord? Alors, merci à vous d'être là. Merci pour cette invitation. Merci à toi. Donc, je suis vraiment ravie parce que je pense, c'est un des éléments centraux de mon travail, toutes les questions interculturelles, entre les langues aussi. Et, et ce texte-là, il est particulièrement signifiant dans le rapport à la langue française pour moi, mais du coup, d'en parler à l'autre bout du monde, c'est une jolie boucle. Et sinon, je vais bien. Après, c'est la fin de l'année, donc comme pour tout le monde, on est un peu, enfin, on a hâte d'avoir un peu de repos aussi après des automnes des fois denses. En tout cas, le mien, il a été assez incroyablement chargé parce que depuis fin août, je n'ai vraiment pas eu un jour de libre vraiment, enfin dans le sens où tous les 2, 3 jours, grand maximum, j'étais systématiquement dans une ville différente ou dans un autre pays pour la promotion. Et, euh, et donc, c'est vraiment des rythmes marathoniens, littéralement. Et j'ai beaucoup de joie à faire ça. Et à la fois, je me réjouis aussi de retrouver un peu de calme et mes proches. J'imagine, c'est un peu une vie de rockstar de devoir déménager, enfin de changer d'hôtel, de chambre d'hôtel tous les 2, 3 jours comme ça doit être fatigant. C'est, disons que je ne suis pas une rockstar, donc je bouge beaucoup, mais j'ai pas de jet privé ni d'équipe, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de trains et tout ça. Et je voulais, avant de nous lancer dans notre discussion, je voulais aussi commencer par une anecdote. Alors bien sûr, les coïncidences ont comme valeur que celles qu'on leur donne, mais je voulais commencer par cette anecdote parce que c'était quand même assez drôle. Il y a 12 mois, l'année dernière, à l'occasion du dernier Philobistro d'année 2022, on avait reçu Geoffrine Donadieu, qui venait de recevoir le prix de Flore pour son roman Chienne et Louve. Et on l'avait reçu, et donc 3 semaines avant, elle avait gagné le prix. Et aujourd'hui, donc, on te reçoit, et je suis pas sans savoir que tu as reçu le prix Wepler, la Fondation La Poste, il y a quelques semaines de ça. Donc, je trouve que c'est une belle coïncidence, et il y a deux options. C'est soit on a bon nez et on prend vraiment le top talent, voilà, parmi les écrivains, ou alors on porte chance, en fait, aux écrivaines et aux écrivains qu'on invite. Donc, je sais pas lequel des deux c'est, mais voilà. Je voulais commencer par cette anecdote qui est un peu en ligne avec le thème de ce soir. Une jolie anecdote. Euh, voilà, donc on est vraiment reconnaissant que tu sois avec nous ce soir. Je vais commencer par une petite présentation, dire quelques mots sur toi, si tu me l'autorises, Elisa. Donc, tu es française et tu vis en Suisse. Tu as des origines coréennes. Tu as été révélé en 2016 avec le livre Hiver à Sokcho, qui a gagné de multiples prix et qui va bientôt faire l'objet d'un film au cinéma. Un film qui va sortir au printemps 2024, si mes informations sont bonnes. Tu as récemment sorti donc, ton quatrième livre, Le Vieil Incendie, dont on va parler ce soir, qui lui aussi a gagné pas mal de prix. Donc ça devient un peu une habitude. Il y a quand même quelque chose, quoi. Quand tous les romans gagnent des prix. Donc ma première question, en ligne avec notre sujet du soir, c'est la suivante. Est-ce que tous ces prix que tu reçois, euh, tu penses que ce sont plutôt des choix cartésiens de la part du jury? Est-ce que ça vient vraiment du fait que tes histoires touchent la critique et le public et le jury, donc? Ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la magie noire, à savoir que tes mots ont un certain pouvoir sur certaines personnes? Ah, c'est une question difficile à poser. Euh, bah, en fait, ce qui est pas évident, c'est pour moi, hein, euh, c'est d'avoir une conscience de mon propre travail, comme je peux en avoir une sur celle des autres. Voilà. Je pense que je peux tout à fait analyser le texte d'un autre écrivain, mais je crois que Nicolas nous a rejoint. Bonsoir, Nicolas.
Bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Tony, Bonsoir. bonjour Elisa, bonjour. Bonjour. Vous ne connaissez pas, donc Nicolas, Elisa, Elisa, Nicolas, voilà. Enchanté. Euh, Nicolas, Elisa a commencé à nous parler voilà, de la magie noire de l'écriture. Donc, on va la laisser finir et puis après, je reviendrai vers toi. Vas-y, continue, Elisa. Alors, bah, du coup, je disais que, voilà, que pour moi, c'est pas évident d'avoir une conscience de ce que ma propre écriture provoque. Et j'ai toujours été très surprise en fait, de la réception de mon travail parce que ça n'a jamais été une vocation spécifique pour moi d'être écrivaine ni même de publier, en fait. C'est vraiment une ancienne prof du lycée qui m'a encouragée. Et à cette époque-là, moi, je travaillais comme comédienne tout en commençant des études d'éthologie. Donc, voilà, j'étais vraiment pas dans tout ça. Mais quand mon premier roman a apparu, j'ai simplement pas eu le temps de retourner en cours parce que j'ai découvert euh, le monde professionnel du livre, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les auteurs sont invités à être physiquement présents pour accompagner leurs textes de festival en festival, dans les librairies. Et dans mon cas, c'est vrai que ça a été, bah alors ça a été magnifique parce que d'emblée, il y a eu beaucoup de reconnaissance publique, critique. Donc, j'ai été pris des bourses qui m'ont permis en fait tout de suite de prendre du temps pour continuer d'écrire. Et en fait, objectivement, là, je le vois quelques années plus tard, de vivre de l'écriture dès le début. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'était une époque où j'étais aussi plutôt, enfin, vraiment très mal dans ma peau, dans mon identité, en tant que, je sais pas, voilà, que eurasienne, en tant que jeune femme, je me posais beaucoup de questions. Mais j'ai aussi écrit quand même ce texte en 17 et 20 ans, donc à un âge où on est très sensible à ces choses-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est vraiment le sujet du livre, en fait, cette question des dictats, de l'apparence, du regard, enfin, du poids du regard de l'autre. Et en fait, j'ai très mal vécu les premiers temps, la médiatisation, la confrontation à ma propre image sans cesse. Et vraiment, ça a été tout un apprentissage pour moi que d'accepter en fait cette forme de rôle public aussi. Mhm. Euh, et puis, bah, comment apprendre à continuer d'écrire en sachant que désormais il y a un lectorat euh, très vaste en fait, parce que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon travail est traduit en environ 35 langues, donc c'est vraiment quelque chose qui ne cesse de m'impressionner, mais enfin, dans tous les sens du terme. À la fois, c'est intimidant, à la fois, c'est très beau, mais je ne peux pas ne pas y penser désormais. Alors, Mhm. tout l'enjeu, c'est vraiment de protéger un peu l'espace-temps d'écriture dans lequel je peux oublier tout ça, justement, et vraiment rester très proche de cette intériorité, c'est-à-dire vraiment de la capacité de rêver, d'avoir un espace mental euh, libre de tout ce qui est représentation et discours sur mon texte. Parce que Mhm. dès que je Mhm. commence à intellectualiser, c'est des choses qui me font plutôt paniquer et avoir l'impression qu'évidemment, j'ai un grand syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Donc vraiment, pour oublier tout ça, j'ai besoin de beaucoup de temps, en fait, loin Ouais. des discours. Mais voilà. Ah, merci beaucoup. Et effectivement, cet antagonisme entre ton intériorité qui se transmet par le biais d'un texte voilà, que les gens lisent, et puis l'extériorité, le côté il faut se mettre en avant, et qu'il faut accompagner ton texte, tu les élèves physiquement, aller au salon, aller dans les librairies, etc. C'est quand même deux choses vraiment très différentes. Et quand je vois ton programme de signature et de rencontres, comme tu le disais, tous les 2, 3 jours, tu as quelque chose. Donc, ça ne doit pas être un exercice facile, en tout cas. Donc, merci euh, de nous avoir éclairé là-dessus. Et bonjour Nicolas, donc Bonjour. ravi de te recevoir. Tu nous appelles de Paris, c'est ça? Oui. Paris 14e, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. C'est dans le sud de Paris. Et je crois reconnaître la salle dans laquelle vous êtes. Euh, Ah, d'accord, où en 2016, il y avait une petite conférence de presse, je pense, du côté où tu dois être assis, Olivier. Il me semble. À moins que d'accord. toutes les salles de l'Alliance française de Sydney ne ressemblent à celle-ci, je crois la reconnaître.
Philippe, tu es Bah, là? bonjour à tout le monde. En 2017. Bon, bonjour à toi, Nicolas. On est ravis de te recevoir. Et toi, tu reviens de façon digitale, voilà, dans ces lieux que tu connais déjà. Donc, c'est formidable. Donc, t'as rien loupé. J'ai brièvement présenté Elisa, peut-être trop brièvement d'ailleurs, mais je vais pas faire un long laïus d'introduction. On va apprendre à vous découvrir à travers vos réponses, à travers ce que vous voulez partager avec nous, plutôt que de faire une thèse, voilà, sur qui est Elisa et Nicolas. Euh, je disais au public et à Elsa, c'est la première fois qu'on a un format comme ça avec deux invités. Donc vous êtes un peu des cobayes. Donc j'espère que tout va bien se passer, mais j'en suis sûr. Donc je vais dire quelques mots peut-être sur toi, Nicolas, et puis après on va commencer. On va aller dans le dur, quoi. Poser des questions qui sont sur notre sujet, qui est Words and Wonder, donc les mots et les merveilles. Euh, donc, donc Nicolas, d'abord, je vais peut-être commencer par une petite anecdote personnelle, mais qui est importante pour moi. En 2016, quand tu es venu à Sydney, et je t'ai fait parvenir cette photo qui a été prise au Sydney Writers Festival, donc il y a de ça 7 ans. Et voilà, il y avait il y avait d'autres écrivains et écrivaines. D'ailleurs, il y avait Marie Dariussec qui était là. Et qui d'autre aussi? Il y avait donc Marie Dariussec, toi, J'ai oublié son nom, il est académicien, il a eu un prix Goncourt, il a écrit Rouge Brésil, Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, exactement. Et donc voilà, donc j'ai acheté vos livres, je suis allé vous voir, j'ai pris la photo traditionnelle. Sauf que avec toi, Nicolas, et tu t'en souviens sûrement pas parce que c'est pas très important, mais c'était important pour moi. Voilà, on a discuté et j'ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir une photo avec toi? Et moi, j'étais debout comme ça. Et tu m'as dit, bah oui, mais non, bien sûr, bah, viens t'asseoir à côté de moi. Et donc, j'ai fait le tour de la table et je me suis assis à côté de toi pour la photo. Et d'où la photo que je t'ai envoyée. Et c'est la première fois voilà, qu'un écrivain avait fait ce geste-là, quoi. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, que tu me dises, viens t'asseoir à côté de moi. Tu veux dire que d'ordinaire, on te refuse une photo? Non, on fait la photo, mais je suis un peu de façon bancale debout, et puis je fais un selfie, ou tu vois ce que je veux dire, de l'autre côté de la table. Mais toi, tu m'as amené de ton côté. Donc c'était un beau symbole. Voilà. Donc merci pour ça. Ça veut dire que les écrivains se prennent trop au sérieux, c'est ça que tu veux dire? Certains peut-être, ou je sais pas. Voilà. Ok. En tout cas, c'est un peu la backstory de notre rencontre. Et de cette époque aussi, tu as le bonjour de Jacques Bernard de la librairie Le Forum à Perth, D'accord. où tu avais présenté ton livre Ah J'étais oui, oui, derrière oui, oui, toi. oui. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc il te passe son bonjour. Juste Olivier, Oui. c'était bien le petit pays. Le petit pays, oui, oui. Ouais. Ça, c'est Nicolas. Ouais. Au pays du Qui petit. Au pays du. acheter, refaire, etc. Tous les Je vous ai avis. pas entendu, madame. J'entends une voix, mais indistinctement. Mais c'était pas si important. Enfin, tout simplement, Vous avez lu? j'ai été acheteuse et j'ai offert le livre à un esprit assez déjanté. Alors, c'était intéressant la réaction, mais j'ai lu D'accord. votre livre, enfin, le petit pays. Elle a D'accord. acheté. Ouais. Vous faites référence au livre Au pays du petit, c'est ça? Il me semble avoir entendu. Au pays du petit. Voilà. D'accord. Ok. Que Enfin, vous avez offert à un esprit assez déjanté. Oui. Voilà ce que moi, enfin, c'était bien le mot déjanté. c'était malade. D'accord. Bon. Donc voilà, donc on a fini avec les anecdotes. Nicolas, donc après, donc tu as pas mal bourlingué quand même. Après une enfance au Cameroun, au Liban et en Corse, tu as fait des études de lettres à la Sorbonne. Tu as fait un mémoire, des DEA sur un écrivain égyptien, Georges Hénin. Tu as fait une coopération en Indonésie. Donc à notre époque, pour les anciens comme nous, il y avait le service militaire obligatoire en France. Et donc, on faisait, si on voulait pas faire l'armée en France, on faisait des coopérations en entreprise, par exemple, française à l'étranger. Donc, tu as fait une coopération en Indonésie. Après, tu es revenu à Paris et tu as fait pas mal de petits boulots au tournant des années 2000. Donc, tu étais
j'ai quelques notes là. Tu as travaillé à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Tu as été lecteur chez Gallimard, pigiste euh, pour, pour divers magazines. Tu as même été concepteur-rédacteur de bandes-annonces pour France 2 et M6. Donc, pas mal de petits boulots. Mais en même temps, tu écrivais, puisque tu as publié donc 2 romans, Le Tour du propriétaire en 2000 et Demain, si vous le voulez bien, en 2001, et avant ton grand succès et ta reconnaissance critique et publique avec One Man Show en 2002, qui retrace ton expérience dans le monde de la télé, où tu as rencontré pas mal de célébrités. Euh, voilà. Et puis la même année, tu as aussi fait quelques publicités, notamment pour Chanel, dont je me rappelle encore. Mais tu n'as pas poursuivi dans ce chemin-là. C'est Euh, pas que j'ai pas poursuivi, c'est qu'on m'a pas donné d'autres occasions de poursuivre. Sinon, j'aurais poursuivi volontiers. D'accord. Voilà. Merci de cette précision. Euh, de 2002 à 2006, tu as dirigé l'Alliance française de Diego Suarez à Madagascar. Donc, tu connais le système des alliances Oui. et tu as sorti un bouquin sur cette expérience-là, enfin, basé sur cette expérience en 2004 qui s'appelle Rad Terminus. Euh, voilà. Que dire d'autre? Tu es aussi animateur d'atelier avec l'école d'écriture créative Les Mots à Paris, que je connais aussi. Et tu sors ton dernier roman, donc qui s'appelle La Péremption et dont on va parler aujourd'hui, qui est sorti en avril, c'est ça? Avril de cette année? Oui. Voilà. J'ai oublié quelque chose, Nicolas? Autre chose que tu veux? Non, j'ai eu aussi d'autres expériences dans le réseau culturel français à l'étranger, donc au Cameroun et en République démocratique du Congo jusqu'en 2021. Voilà, c'est un détail. Et j'ai sur le tard, à l'âge de 48 ans, obtenu un PhD de littérature contemporaine en Nouvelle-Zélande. Voilà. D'accord. Des détails. Petit détail important. Ouais, non, c'est sûr. Donc, bienvenue à toi, Nicolas. Euh, alors, c'est difficile en fait de vous interviewer si on parle pas de vos livres d'abord. Je pense que pour asseoir et vous donner une impression voilà, de ce qu'ont écrit Elisa et Nicolas, il faut qu'on parle des livres. Donc, j'ai un pitch assez court de vos livres. Mais en même temps, je vais vous donner l'occasion aussi de parler de vos livres. Donc, si vous voulez faire votre pitch vous-même, vous pouvez. Et puis après, on va faire quelques lectures aussi d'extraits. Donc, Elisa, tu m'as mentionné la semaine dernière quand on a discuté que la lecture d'extraits, c'était quelque chose que tu aimais beaucoup, notamment en musique. Donc, j'ai même une petite enceinte portative ici. On peut jouer des musiques si tu le souhaites. Euh, voilà. Euh, donc, je vais commencer par le vieil incendie, Elisa, si tu veux bien. Donc, un court pitch, et puis après, voilà, tu vas me dire si jamais tu veux ajouter quelque chose. Et après, si tu peux nous offrir une lecture qui est, je dirais, significative, un extrait significatif ou quelque chose qui est révélateur de ton livre. Donc, Le vieil incendie, donc un livre qui est sorti en août de cette année. Donc, après 15 ans de séparation, Agathe, qui est scénariste à New York et qui va adapter un livre de Georges Perec sous forme de série, retrouve Vera, qui est sa sœur cadette et qui est aphasique. Alors, aphasique, c'est quelqu'un qui ne parle pas ou qui ne peut plus parler. Non pas qu'elle est muette, mais et tu vas nous expliquer ça, Elisa, mais quelqu'un qui a un choc suffisamment grand pour voilà, shut down et que la personne ne parle plus à l'aide de mots. Donc, ces deux sœurs se retrouvent dans le Périgord, là où elles ont grandi, et elles ont 9 jours pour vider la maison. Euh, donc, et les pierres des murs anciens de la maison vont servir à restaurer un pigeonnier qui est à côté de cette maison et qui a été ravagé par un incendie il y a à peu près un siècle. D'où le vieil incendie de ce point de vue-là. Sauf que donc Vera, la sœur aphasique, a beaucoup changé et Agathe, sa sœur aînée, découvre une femme différente, une femme qui est plus confiante en elle,
qui cuisinent, et aussi, détail important, qui a pris soin de leur père dans les dernières années de sa vie. Donc, elle avait cet avantage ou ce désavantage d'être restée localement avec son père jusqu'à sa mort. Comme ça se passe quelquefois dans les familles. C'est-à-dire qu'il y a souvent, quand il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a des gens qui partent, et puis il y a des gens qui restent. Donc, Agathe, Vera est de celle qui est restée. Euh, et les deux sœurs donc communiquent par téléphone interposé. Donc euh, voilà, donc Vera écrit des mots sur son téléphone et qui communique avec Agathe comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu un retour aux sources forcé. Et l'enjeu de ce livre, vraiment, voilà, c'est les retrouvailles de deux sœurs qui ont été séparées et que le silence a séparé pendant de nombreuses années. Et la question, c'est qu'est-ce qu'elles vont se dire et est-ce qu'elles vont réussir à se comprendre au-delà de la barrière du fait que l'une ne peut pas parler. Voilà, beaucoup de choses dans cette histoire. C'est sans doute un résumé un peu trop court, mais voilà, je m'arrête là. Euh, Elisa, quelques réactions par rapport à ces quelques mots que j'ai dit pour ton livre? Euh, alors, pas spécifiquement, mais enfin, déjà, merci pour cette présentation. Euh, il y a toujours un effet d'étrangeté quand j'entends parler de l'histoire de mes romans, parce que en fait, ce qui advient, c'est jamais ce que j'avais imaginé au départ. Et chaque projet d'écriture prend des années. Et il y a tellement de chemins de traverse qu'en fait, à la fin, euh, c'est étonnant parce que forcément, je me dis, bah, voilà, ce qui est arrivé vient de moi, mais en même temps, je suis la première à être surprise. Et, euh, et par exemple, la question de l'aphasie, c'est arrivé seulement dans les 2, 3 derniers mois, je pense les 2 derniers mois de l'écriture avant la remise du manuscrit. Donc, euh, Donc vraiment, beaucoup de choses ont changé. Le fait que ça se passe dans le Périgord, ça a été aussi un choix qui a drastiquement changé le texte, puisqu'au départ, il se passait à New York, où je vivais à ce moment-là. Et, hum, et c'est un retour sur mon lieu de naissance, donc, enfin dans le Périgord justement, mais vraiment par hasard, à l'occasion d'un festival littéraire, que je me suis rappelé que j'étais née là. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas allée, c'était à Sarlat. Et, et en fait, je m'étais rendu compte à ce moment-là que l'histoire commençait à parler de deux sœurs, que New York commençait à m'encombrer aussi, avec sa frénésie, son bouillonnement. Et pour moi, les atmosphères sont extrêmement importantes, les lieux avant les personnages. Et je crois que voilà, pour diverses raisons, mais en tout cas, la confrontation à cette terre de naissance avec ces gouffres, ces peintures rupestres vieilles de presque 20 000 ans, donc ces prémices de narration ou de représentation de soi, m'ont bouleversée. Et je crois que c'est devenu évident pour moi, de placer cette histoire-là et de la placer aussi au cœur de la France après 3 romans qui se passent plutôt du côté maternel, c'est-à-dire en Corée du Sud ou alors en Extrême-Orient pour moi. J'avais aussi besoin de créer des personnages qui soient pour une fois francophones et même peut-être monolingues. Comme je m'étais aperçue que dans mes 3 premiers romans, mes narratrices ou tous mes personnages en fait parlent de nombreuses langues sauf le français, alors que je n'écris qu'en français. Et pour moi, c'était une frustration aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'avais bien perçu que mes personnages ont tous une forme de difficulté à vraiment se rencontrer ou à communiquer. Disons que la langue n'est jamais le premier vecteur de rencontre et de communication authentique. Donc tout passe beaucoup plus par le corps, par l'art, la cuisine, l'ambiance, enfin, plein d'autres choses très concrètes, mais pas la langue. Et, et à un moment donné, comme j'ai aussi une forme de sentiment d'illégitimité parfois à écrire en français, qui est la langue de mon père, qui a à un moment donné supplanté ma langue maternelle, le coréen. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que si mes personnages ont autant de mal à vraiment être ensemble, c'est parce que je passe toujours par le truchement de l'autre langue ou de l'autre culture. Et, et donc, bah non, en fait, je suis aussi francophone. Alors, je vais écrire une histoire qui se passe en France avec des personnages francophones. Et ce qui est arrivé, c'est finalement une scénariste
qui doit adapter Perec en anglais à New York. Donc évidemment, c'est impossible. Et sa petite sœur, elle parle carrément pas, elle est aphasique. Donc je pense que j'ai encore du travail à faire autour de cette question-là, sans que je sache bien pourquoi. Ah, on t'entend pas, Nicolas? J'ai une question à poser à Elisa, si je peux me permettre Bien d'intervenir. sûr. Elisa, est-ce que tu écris aussi en coréen ou c'est hors de question? Non, c'est malheureusement hors de question pour des questions pratiques et techniques. En fait, je parle très bien, enfin, je parle coréen couramment à la maison et je le comprends presque parfaitement. Mais par contre, j'ai jamais appris à l'écrire, à le lire à l'école ou quoi que ce soit, seulement dans le cadre d'un cours universitaire pour étrangers en Corée en 2012. Mais vraiment, comme je ne pratique pas du tout, j'ai absolument pas de niveau de le faire. D'accord. Hmm. D'accord. Donc, c'est pas un choix entre deux langues, c'est que tu n'as pas le choix. D'accord, c'est le français. D'accord. Hmm. En tout cas, non, merci Elisa. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, donc Le Vieil Incendie, au-delà du fait que c'est un livre, voilà, que j'ai beaucoup aimé, qui est tout en subtilité, c'est vraiment une petite musique de fond qui est assez rare dans la littérature d'aujourd'hui, quelque chose de voilà, très subtil et très beau. C'est vraiment tous ces antagonismes. Et, et sans doute qu'ils se retrouvent dans toi avec ce melting pot de culture, cette intériorité et cette extériorité que tu dois faire cohabiter. Euh, le Périgord et New York, voilà, il y a pas plus opposé que ça. Ces deux sœurs, une qui est assez confiante en elle, hein, voilà, qui vit à New York, qui est scénariste, qui est successful, et sa sœur qui est restée dans le Périgord ou en France, et qui est aphasique. Enfin, voilà, donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, quelque part, ce rapport de force voulu, voulu ou non, subi ou non. Euh, parce que ces rapports de force, je pense, parlent à beaucoup de monde, euh, et notamment au cœur des familles. Euh, donc moi, c'est un thème que j'ai trouvé très bien fait. Donc le thème des deux sœurs, les frères aussi, c'est très intéressant, parce que tout le monde parle, voilà, de la mère, du père, du père. Freud nous a appris, voilà, que il fallait tuer le père, se marier avec la mère. Et je pense que le thème des sœurs, des fratries, ça n'a pas été à mon avis, suffisamment traité. Il y a quelques livres, mais pas, et peut-être que Nicolas pourra nous en dire plus là-dessus, avec son background, mais voilà, donc j'ai trouvé que en tout cas, ça commençait à combler un vide dans la littérature, ce rapport entre les frères et sœurs, et les sœurs. Euh, Est-ce que tu veux nous offrir un passage? Est-ce que tu aurais un passage que tu veux lire? Ou si j'en ai aussi, mais je te donne la priorité, Elisa. Non, je veux bien. Je pense alors soit le début, soit un passage qui me semble signifiant sur la question de l'aphasie et assez métaphorique sur la relation entre les deux filles. Peut-être celui-là, il est un peu plus court. Ok. Alors, c'est un passage qui se passe enfin, assez au début. Et, Agathe est arrivée depuis pas longtemps dans cette maison d'enfance. Je savoure le silence. Je ne m'habitue pas aux sirènes de New York. Une araignée a un spasme au-dessus de ma tête. Je n'aurais qu'à tendre le bras pour la toucher. Chez moi, je n'en vois pas. Je la surveille, de peur qu'elle ne tisse un fil jusqu'à mon visage. À cause des araignées, Vera occupe le lit du bas. Nous avons dormi ensemble de plus en plus souvent à mesure que les tensions montaient entre nos parents. Vera, tu verras, ça ira. Je psalmodiais en la serrant dans mes bras sans bien savoir qui je voulais rassurer le plus. J'ai de la peine à me rappeler que nous avons été indissociables. Nous avions les mêmes timidités, les mêmes craintes de la vie sociale. On ne se chamaillait pas. Notre langue de silence et de cris nous a réunis. Comment ça a débuté, je ne me rappelle pas bien. Vera avait 6 ans. Nous étions à table, mon père, elle et moi. Notre mère absente pour le travail. Mon père a posé une question à Vera qui n'a pas répondu. Nous avons dû croire à un caprice,
Mon père s'est impatienté. Vera s'est mise à souffler fort, le visage tordu. Des sons étranges ont commencé à sortir de sa bouche, mélange de gémissements et de glouglou. Un étranglement. Aucun mot n'est jamais plus venu. Je ne sais pas pour elle, mais depuis l'anesthésie péridurale, j'ai compris la peur de ne pas sentir qu'on respire. On croit mourir, on perd conscience. Vera n'a jamais rapporté de traumatisme physique ni émotionnel. D'après les médecins, le plus probable reste la rupture d'anévrisme, même si c'est rare chez les enfants. L'orthophoniste a expliqué les différents cas de figure. L'aphasie peut prendre autant de formes que de personnes atteintes. Certaines comprennent les cris, mais ne prononcent plus rien de cohérent. D'autres disent sapin à la place de patin, ou bien ne se rendent pas compte que leur propos n'a rien à voir avec ce qu'elles croient exprimer. J'ai froid pour dire je t'aime. Pour l'entourage, l'attitude à adopter reste la même. Être patient, poser des questions simples auxquelles on puisse répondre en faisant oui ou non de la tête, parler lentement, sans terminer les phrases à la place de l'aphasique, ni corriger ses erreurs. Mais comment faire avec une enfant? Comment différencier ce qui relève du handicap ou de l'apprentissage normal? Mon père a demandé si la raison pouvait être psychologique. Probablement pas. Cette incertitude reste, je crois, le plus douloureux pour moi. Je n'ai jamais pu cesser de soupçonner Vera de me couper délibérément l'accès à son intérieur. Merci. Réaction? Une réaction? Vous avez... dire j'ai froid pour dire je t'aime, c'est c'est- c'est très beau ça. Enfin, tous les moments. Enfin, voilà, et ça, c'est tout le livre. C'est une succession de petites pépites, de pépites de langage et d'images comme ça un peu magiques. Voilà. Nicolas, je me tourne vers toi. Donc la péremption. Euh, Donc complètement différent, mais très en ligne, je trouve, avec, voilà, avec le ton que tu utilises d'habitude dans tes livres, dans ton écriture. Donc je vais préciser que c'est un roman qui est écrit à la première personne, mais c'est un jeu féminin, qui est quand même assez original pour un écrivain voilà, masculin d'écrire à la première personne un jeu féminin. Donc ça, c'était déjà une première chose intéressante. Et peut-être tu vas nous dire pourquoi tu as fait ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé parce que donc la protagoniste principale, donc qui s'appelle Zélie, c'est une professeure d'art plastique qui travaille dans les banlieues, vous savez, les banlieues dans la région parisienne. Donc, voilà, elle travaille dans une zone d'éducation prioritaire, en tout cas avec des milieux défavorisés. Elle part à la retraite. Et ça commence comme ça, et donc il y a pas mal de choses sur l'argot des Arabes et des minorités dans les cités que je connais bien aussi puisque j'y ai grandi. Euh, donc et donc cette fameuse Zélie, elle s'interroge beaucoup sur elle-même, sur ce qu'elle a fait dans sa vie et sur ce qu'elle va faire ensuite. Donc elle a 50 ans et elle n'est plus sûre de comprendre son époque. Euh, donc elle se sent déconnectée de son monde. Elle n'est plus intéressée par les débats auxquels tout le monde s'intéresse. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde est super passionné sur les débats. Elle s'en fout plus ou moins. Euh, Par contre, elle profite d'un héritage qui lui permet, bah, voilà, de voir l'avenir de façon assez sereine. Donc elle quitte son emploi et elle cesse aussi d'aspirer à la reconnaissance pour ses propres œuvres. Donc, elle est prof d'art plastique, mais elle était aussi artiste peintre. Et c'était une de je dirais, un de ses jeunes espoirs qu'elle a laissé choir. Euh, voilà, donc elle vit comme ça. Et puis après, il y a une rencontre avec quelqu'un
un trentenaire congolais voilà, qui va l'emmener sur un autre chemin. Et après, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est un peu, c'est le pitch, voilà, c'est tel que je l'ai ressenti. En tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Et puis j'aime aussi bah, juste le ton un peu euh, joyeux et triste, sarcastique, cynique que Nicolas Fargue peut avoir dans tous ses livres. C'est un joli portrait de société euh, avec un mix de plein de belles choses. Voilà. Nicolas, j'espère que j'ai pas trop torturé la péremption, mais c'est comme ça Un que petit peu, un petit peu, un petit peu. Il n'est pas question de banlieue, en fait, dans ce livre. Véritablement, ce n'est pas des zones d'éducation prioritaires dans lesquelles elle enseigne, c'est tout simplement des lycées voilà, en petite ceinture parisienne, banale, j'ai envie de te dire. Il y a pas de conflit social dans ce livre. C'est plutôt exclusivement les interrogations d'une femme qui a eu 50 ans, tout simplement. Alors, je reviens sur ce que tu disais au début sur un roman écrit à la première personne par un homme, une première personne féminine. Ce qui est curieux, c'est que les femmes écrivent souvent à des premières personnes masculines. C'est quelque chose d'assez courant et on le note pas, ça, on le relève pas parce que étonnamment, ça paraît aller de soi. Mais effectivement, les premières personnes féminines écrites par des hommes sont peut-être plus rares. Alors, je ne sais pas, dans la salle, votre expérience de lecteur vous confirme-t-elle ce que je suis en train de dire là? Moi, j'ai cette impression-là. Je sais pas, j'imagine que vous devez lire, vous êtes des grands lecteurs, moi, j'ai le sentiment il y a encore une inégalité à ce niveau-là. Les femmes s'approprient davantage la première personne masculine que l'inverse. Bon, je lance T'es d'accord. la question, mais Ouais, je sais ouais, pas, non. Elisa, t'en penses quoi, toi? J'ai ce sentiment-là, mais Mais c'est un truc que j'ai remarqué aussi et une question que j'avais envie de te poser en fait, parce que bah, au-delà de cette forme de disparité, c'est probablement bon, avec des raisons socio-historiques assez évidentes peut-être, mais je me demandais là de manière plus personnelle pour toi en fait, à quel point c'est quelque chose qui influence quoi que ce soit ou si c'était une revendication, enfin, quel était le moteur en fait de ce choix-là? le fait de vouloir écrire à la première personne féminine? Oui, et si ça a vraiment influencé le processus d'écriture, par exemple, si ça avait été différent. C'est pas la première fois que je le fais en fait. Mon précédent roman qui s'appelle Je ne suis pas une héroïne est écrit aussi à la première personne, à un jeu féminin. J'ai écrit un livre qui s'appelle Attache le cœur, qui est un recueil de nouvelles. Et il y a la moitié des personnages qui sont des personnages féminins écrits aussi à la première personne. Donc c'est quelque chose c'est une gageure autour de laquelle je tourne depuis quelques années. Pour ce roman précisément, le choix d'un personnage féminin me paraissait plus indiqué pour aborder des sujets qu'on m'aurait peut-être reproché d'aborder en tant qu'homme. Euh, Par exemple, un truc tout bête, mais la relation amoureuse interculturelle. Je voulais que la femme soit blanche et l'homme noir et non pas un homme noir et une femme blanche pour des questions de retournement de schémas un petit peu traditionnels. On a plus l'habitude du couple mixte. Non, qu'est-ce que oui, en fait, non, oui, non, 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 je suis en train de m'empêtrer. Oui, oui, j'ai voulu reprendre avec d'autres bases un schéma traditionnel qui était celui de la femme blanche et de l'homme noir. Mais qu'est-ce que j'ai voulu changer à l'intérieur? J'ai voulu changer une femme qui a 20 ans de plus que lui. Voilà, je voulais parler de l'âge et de la relation interculturelle à travers le regard d'une femme plus âgée et aborder les questions de l'âge à travers les questions peut-être plus spécifiques. Je pense que un homme et une femme, même si les choses évoluent, même si nos sociétés évoluent, même si les mentalités évoluent, je pense que les questions d'âge ne se posent pas dans les mêmes termes. On continue de dire, à tort ou à raison, on continue de dire qu'un homme a encore peut-être plus de chances de séduire après 50 ans qu'une femme. Alors, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? C'est un débat. Voilà aussi les raisons pour lesquelles j'ai voulu prendre la voix d'une femme pour parler de ces questions-là, qu'il aurait été
ça aurait été un peu une valise trop grande pour moi d'aborder la question du passage des 50 ans par un homme. On m'aurait dit oui, et alors? Là, avec une femme, je me suis rendu compte que les réactions étaient plus précises. J'ai reçu des courriers de femmes qui avaient autour de l'âge de mon héroïne, qui s'y reconnaissaient ou non. Mais en tout cas, disons que ça a eu le mérite de soulever le débat. Parce que c'est vraiment le thème du livre, avoir 50 ans. Et avoir 50 ans, au-delà d'avoir 50 ans, qu'est-ce que signifie le temps qui passe? Quelle place réservée à nos souvenirs? Des choses qui nous ont paru euh, 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 évidente sur le moment. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est une succession d'intensité, c'est une succession de moments qu'on croit prendre toute la place dans notre vie. Mais quand c'est 30 ans derrière vous, qu'est-ce que c'est? Ça s'évapore. Qu'est-ce qu'il en reste? Quel est le poids d'une empreinte? Quel est le poids d'un amour passé, d'une conviction? Tu disais tout à l'heure, Olivier, que c'est une artiste ratée, Zélie. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la persévérance nécessaire pour devenir une véritable artiste. C'est quelqu'un qui avait un talent, qui a eu qui a eu un début de reconnaissance jeune, mais le plus difficile, qu'est-ce que c'est quand on est artiste? C'est de durer, en fait, parce qu'on peut avoir... d'abord, il y a un premier plafond de verre à atteindre, à crever, qui est celui de la reconnaissance, et ensuite, il y a une seconde difficulté qui est celle de continuer à être exigeant vis-à-vis de soi-même et de conserver un public, de conserver des gens qui considèrent que ce que vous faites a du sens. Donc voilà les questions que se pose Zélie à la faveur des 50 ans qu'elle vient d'avoir. Elle se pose aussi des questions en tant que mère, parce elle a un fils qui a 28 ans, et elle se demande aussi quel est le poids de la transmission. En fait, c'est une vaste remise en question, parce qu'elle se rend compte que son fils n'a pas les mêmes valeurs qu'elle, les valeurs qu'elle croyait lui avoir inculquées. Elle trouve son fils, je vais le résumer de façon un petit peu brutale, mais elle le trouve banal, elle le trouve un peu plat, elle le trouve, elle est déçue sans le dire parce qu'elle aime son fils par ailleurs. Voilà, elle ne se retrouve pas dans son enfant, elle se retrouve pas dans son art, elle ne se retrouve pas dans la séduction c'était quelqu'un qui séduisait avant. Qu'est-ce que cela signifie brusquement de vous retrouver dans une ville où vous avez séduit parce que vous aviez 30 ans, parce que, le monde vous regardait, vous étiez au centre de l'attention, parce que les gens qui font le cœur battant d'une ville, c'est les jeunes. La vitrine d'une ville, c'est la jeunesse. Même si une ville est faite de tous les âges, de toutes les générations, ce qu'on voit, les gens qui sortent le soir, les gens qu'on voit aux terrasses des cafés, les gens qui donnent son impulsion à la ville, sa modernité, ce sont les jeunes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe le jour où on ne vous regarde plus? Le jour où vous n'avez plus que vos souvenirs pour vous remettre à la place de celle que vous n'êtes plus. Voilà. C'est toutes ces questions-là qu'incarne Zélie à, je dirais, à l'orée de, de la retraite, parce qu'elle prend sa retraite, une retraite anticipée au début du livre, pour se lancer dans une œuvre dont elle sait parfaitement qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Voilà. C'est un peu la question qui sous-tend ce livre et qui pourra peut-être un peu choquer, c'est: cela vaut-il la peine de vivre lorsque l'on a cessé d'être en pleine possession de ses moyens et de son image? Voilà. Je dis bien que c'est une question provocante, enfin volontairement provocante, parce que je sais bien qu'on me dira, mais non, il y a tellement de belles choses. Quand on vieillit, on a des petits-enfants, on peut faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire plus jeune, on peut se trouver des vocations, on peut voyager. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais au-delà de ça, sur un plan purement existentiel, sur un plan presque métaphysique, qu'est-ce qu'on vaut quand on a cessé d'être jeune? Voilà, je termine mon long laïus là-dessus. Non, il y a beaucoup de choses. Merci, Nicolas, mais il y a beaucoup de choses dont on a parlé. Voilà. 50 ans, faut éviter. 50 ans, c'est dur. 50 ans, c'est dur. Pas du tout. Non, ça va, Angela. Seulement, enfin, c'est Oui, on peut bien. en fait, qui rend. Est-ce qu'on peut approcher l'ordinateur de la personne qui parle, parce que j'entends pas du tout? Ah ben,
Ah, Oh, mais alors, vous allez répéter. je répète. C'est ça. C'est tout simplement que lorsque 50 ans, ça n'a rien à voir. Enfin, je parle d'hommes, femmes, bon, ce que ce soit. 50 ans, ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'âge, hein, Angela. Il est vrai que l'amour, oui, voilà. L'amour, oui. L'amour, à 50 ans, ça change. Dans ce sens-là, alors ça doit être rude. Oui. Pas entendu la fin. Ça doit être. Quand on atteint 50 ans, Vivre sans amour. vivre sans amour, c'est rude. Si on a. Oui, ben c'est pas rien. À 20 ans, à 10 ans, à 100 ans, je m'imagine. Voilà. Et Lisa, pardon, Nicolas? Non, Tu veux je dire? termine juste en disant qu'un livre n'a pas vocation à être juste, n'a pas vocation à dire la vérité. Un livre, enfin en tout cas tel que moi je le conçois, c'est le produit d'une subjectivité profonde, d'une intuition juste ou non, mais en tout cas c'est fait, en l'occurrence, là, cette histoire sur les 50 ans, je ne considère pas à travers le personnage de Zélie qu'au-delà de 50 ans, on est périmé, même si le titre du livre, je le confirme, s'appelle La Péremption. Voilà, non, je pense que la littérature est d'abord affaire de subjectivité qui, par moment, a des résonances de vérité universelle. Voilà. C'est donc, je ne prétends pas, en tout cas, dire à l'Assemblée là qu'après 50 ans, plus personne ne vaut le coup. Voilà, je tenais juste à préciser. Merci. Voilà, juste. Et Lisa, une réaction par rapport à ce que disait Nicolas? Bah, moi, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée au niveau J'étais intriguée justement de la manière avec laquelle tu as écrit ce texte, puisque personnellement, je me sens assez incapable, je crois, de me glisser dans la peau d'un homme où je m'en empêcherais, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ressenti avec mes cinq sens tout ce que j'ai écrit, même si c'est pas autobiographique. Et, euh, et en même temps, je pense que à la fois en tant qu'écrivaine et que femme, personne, j'ai été très touchée à ces questions-là, que je pense que j'ai traitées aussi en fait, dans mon premier roman, plus spécifiquement, mais avec un ton qui n'a absolument rien à voir, mais aussi justement par rapport à ce poids des dictats ou des injonctions sociales. Là, plus particulièrement lié à la Corée du Sud, où c'est le pays où il y a le plus d'opérations de chirurgie esthétique du visage au monde. Et pour moi, en tant Très jeune, en qu'Eurasienne, plus, j'ai cru comprendre qu'on se faisait opérer assez jeune. Tout ce qui oui, est, oui, c'est oui, plutôt les à moins moins de de 20 30 ans, ans, en on fait. peut aller se refaire faire le nez. Oui. Il y a presque 50% des moins de 30 ans qui ont quelque chose refait sur le visage, donc c'est Ah oui, c'est absolument inouï, oui. incroyable. Ouais. Et Mais pourquoi? C'est quoi? Il y a c'est pour correspondre à un canon esthétique précis. Qu'est-ce que c'est le fond de cet engouement-là? en fait, ce que je trouvais justement intéressant, et ça revient dans ton texte avec la question interculturelle, c'est que en fait, en Corée du Sud, il y a à la fois une fascination pour l'Occident, avec quand même, alors bon, ça c'est un peu à leur grande dame, mais il y a toujours une présence américaine aussi, par exemple en Corée du Sud, et qui a amené toute la culture occidentale, à laquelle les Coréens ont commencé à chercher à s'identifier petit à petit, notamment dans le modèle physique. Donc en fait, physiquement, c'est agrandir les yeux, peut-être affiner le menton, grandir le nez. Donc, en fait, prendre des caractéristiques plutôt eurasiatiques ou métisses, alors que paradoxalement, si on est vraiment métis, et par exemple ce qui est mon cas, on est confronté à une forme de racisme ou de rejet. Enfin, c'est pas bien accepté. C'est la même chose au Japon, en fait. Et donc c'était une ambivalence que je trouvais fascinante, en fait. Voilà, je me suis demandé qu'est-ce que ça dit, quel est à ce point ce poids de l'apparence, en fait. Hmm. Euh, voilà. Ça peut paraître contre-intuitif parce que vu l'essor de la culture populaire coréenne à l'échelle du monde entier, on pourrait imaginer que c'est doublé d'une d'une revendication identitaire forte, y compris sur les traits physiques. Il y a aujourd'hui inversement une fascination en Occident
pour les visages de boys band coréens, les mangas, enfin les webtoons. Enfin, c'est assez impressionnant aussi de voir que les fascinations sont réciproques en fait et ne se rencontrent pas. Euh, Mais en fait, c'est un seul type de physionomie qui est représenté au niveau international et canonifié, en fait. Ouais. Donc, en Corée, ces boys band ou ces girls band, ils passent pratiquement tous par la case chirurgie esthétique et ça fait partie du Ah, contrat, en fait. Donc, c'est Ouais. vraiment des choses assez ahurissantes, en tout cas de mon point de vue, effectivement. Et justement, toi, en tant que métisse, tu ne représentes pas une espèce, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais d'idéal physique, justement, à la croisée des deux morphologies, j'ai envie de dire. Sur le papier, oui, sauf que comme mon père est réellement français, là, c'est vraiment plutôt mal considéré. Donc ouais, c'est un paradoxe très, très étrange. D'accord. mm. Moi, je vais revenir un peu sur notre thème du soir ou du matin chez vous, donc Words and Wonders. On va parler donc des mots et je vais prendre quelques petites phrases de vos textes respectifs. Et parce que je crois vraiment dans le fait que si vous avez écrit une phrase et vous l'avez inclus dans un livre, c'est qu'elle a une signification. On n'écrit pas, les mots ont une valeur, celle qu'on leur donne. Et si c'est écrit dans votre livre, c'est doit y avoir quelque chose. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas, voilà, de prendre des choses hors contexte. Mais la petite phrase pour toi, Elisa, c'est la suivante. Tu sais, il y en a qui disent que c'est quand on aime le plus qu'on dit les choses qu'on pense le moins. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Euh, Vous avez entendu? Tout le monde a entendu? bon, déjà, je dois préciser une chose, c'est que je ne connais pas plus mes personnages que le lectorat. C'est vraiment, pour moi, ça reste des figures alors, qui sont bien réelles en moi, mais, euh, mais je cherche pas forcément à savoir plus de leur vie que ce qui est écrit. Et de même que quand je leur fais dire des choses, en fait, souvent c'est évidemment le reflet d'un questionnement personnel, mais auquel j'ai pas spécialement de réponse. Et c'est bien pour ça que j'écris, en fait. Donc là, par exemple, je crois que c'est parce que c'était aussi une forme d'aveu de l'échec du langage ou de cette tentative qu'on a tellement tous, en fait, d'essayer de se dire le plus intimement possible, mais c'est tellement difficile, en fait. Et je crois que parfois, c'est au sein des liens les plus proches qu'on peut être le plus blessé ou touché ou troublé par l'éternelle étrangéité de l'autre, enfin l'étrangéité ontologique et intrinsèque des êtres, mais, euh, mais cette confrontation à, à la réalité, c'est-à-dire que en fait, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, on sera jamais à l'intérieur de l'autre, de la tête de l'autre, de ses pensées, et je pense tant mieux, mais en tout cas, ça peut parfois être douloureux et je crois que c'est quelque chose que j'ai exploré dans ce cadre-là. Peut-être là, moins dans le cadre amoureux, mais en l'occurrence sororal, dans le Mm, sens où c'est pas parce qu'on a partagé l'enfance, qui est par essence, je crois, vraiment le lieu auquel on revient malgré soi toujours, mm, euh, c'est pas parce qu'on a partagé ça qu'en fait on est les personnes les plus proches au monde, peut-être bien au contraire. Et, et parfois même, en ayant vécu les mêmes choses, on a des souvenirs qui n'ont rien à voir. Parfois, on ne se rappelle pas du tout des mêmes choses. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'explorer. mhm. Si ce Ah, cadre, ça, c'est raconté, je crois que c'est, oui, c'est Agathe qui dit ça, par contre, à Octave, qui était son grand amour d'adolescente platonique. Donc, oui, c'est pas pour rien qu'elle lui dit ça 15 ans plus tard, c'est sûr. Je peux me permettre d'intervenir? bien sûr. Cette phrase, donc, tu sais qu'il y en a qui disent que c'est quand on aime le plus qu'on dit les choses qu'on pense le moins. Moi, donc, hors contexte, je penserais qu'elle signifie que trop d'amour nous fait presque, nous fait presque prononcer des choses qui nous trahissent, hein, c'est-à-dire des choses qui ne seraient pas à la hauteur de cet amour qu'on ne parvient pas à exprimer. Moi, c'est ça que j'imaginais avec ça, à partir de cette phrase, et je la trouvais très juste. Je pense que ce n'est pas le fait de tout le monde. Il y a des gens qui, je dirais, qui arrivent à donner des mots à leurs émotions les plus profondes, mais c'est aussi, effectivement, je pense, le fait de bon nombre d'individus que de ne pas parvenir
à exprimer leurs sentiments, voire à laisser penser qu'ils n'en ont pas ou insuffisamment. Je trouve que cette phrase Hmm. est un bel hommage à l'impossibilité de dire que sont ces gens-là. Et il y en a beaucoup. Voilà. Voilà, c'est Et c'est très français dans ce sens-là, parce que c'est un peu le je t'aime moi non plus, ou c'est un peu la litote française, va, je ne te hais point. Donc c'est cette, oui, comme tu dis, Nicolas, cette difficulté de dire que l'on aime. Et peut-être qu'on voilà, non, on c'est pas très dit français, je trouve. Moi, je trouve que non. la tradition française voudrait qu'on ait les mots de l'amour. Caricaturalement, on va dire, oh, français, langue de Ok. l'amour. Mais non, c'est, on va dire qu'on a une tradition depuis toujours, depuis le Moyen Âge, de littérature courtoise qui nous permet de mettre des mots. Mais là, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est au-delà, c'est bien au-delà de la caricature, du bavardage amoureux. C'est l'impossibilité de dire qu'on aime, précisément parce que c'est authentique. Mhm. D'accord. Donc, Ouais, tout à tout fait. ça, je trouve ça justement, ça vient remettre en question presque ou mettre en lumière le babil, pas le babil, mais disons le torrent de mots insincères qu'on peut parfois prononcer pendant l'amour, pendant une période dite amoureuse. Voilà. Oui, d'accord. Alors, merci Nicolas. Elisa, je sais que tu vas nous quitter dans quelques minutes, sauf si tu veux rester jusqu'au bout. Mais je sais que tu as un train peut-être à prendre. Donc tu me Oui, dis, j'ai encore 10 petites minutes. Voilà. ah super, super, parce que comme ça on peut prendre la petite phrase, on peut faire la petite phrase de Nicolas. Alors Nicolas, on est entre nous. Je peux prendre n'importe quelle phrase de ton livre, hein. Ah, mais au hasard. Tu sais, il existe un prix littéraire qui s'appelle le prix de la page 111. Ah oui, C'est-à-dire que le jury du prix de la page 111 estime, et je pense à juste titre, que dans tout livre, on peut prendre n'importe où au hasard et chaque phrase doit être bonne. Chaque phrase, c'est ça un livre réussi, c'est quand rien n'est passé par la moulinette du c'est bon comme ça ira comme ça. Et je pense qu'Elisa voit bien de quoi je parle. Quand on se relit, ben, on se relit vraiment. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir assumer toutes nos phrases. Pour prendre une expression que j'aime pas trop, il doit y avoir l'ADN du roman partout, en fait. Voilà. d'accord, Etc. d'accord. Ben, écoute, très, très bien. Et aussi, c'est une phrase que, voilà, que j'ai choisie par rapport à ce que tu disais auparavant sur les jeunes, le fait d'avoir 50 ans, et aussi le fait, voilà, Nicolas, tu as 50 ou 51 ans, 51. et un poil plus jeune. Donc, c'est aussi ce choc des générations. Donc, cette phrase, c'est la suivante. Ce qui me fait exister, c'est le regard des jeunes qui me regardent. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Elle disait, alors l'héroïne est en train de réaliser qu'elle est devenue une anonyme en fait, qu'elle est devenue une citadine comme les autres. Voilà, elle n'a plus l'éclat de la jeunesse qui fait que même quand on est, enfin moi je ne sais pas ce qu'il en est pour les gens qui sont dans cette salle et qui sont un petit peu dans mon âge ou au-dessus, euh, quel que soit le degré de notre expérience, quel que soit le degré de de notre maturité, il y a quand même toujours, en tout cas moi je le ressens, je regarde beaucoup les jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont eux maintenant qui ont la ville et la vie et nos vies entre leurs mains en fait. Donc même si on a le sentiment parfois qu'ils ne savent pas tout de la vie, ils sont dépositaires de ce que nous sommes. Et Mhm. c'est ça qui est intimidant. C'est ça qui donne le vertige à mon héroïne dans le livre. Et c'est ça qui, à titre personnel, me donne aussi tous les jours l'envie de regarder, d'essayer de comprendre, d'essayer de lire, parfois même de surinterpréter. J'ai tendance parfois, et c'est le reproche qu'on fait à mon héroïne dans son livre, un personnage lui dit, mais pourquoi est-ce que tu prends les jeunes pour plus intelligents qu'ils ne sont? Alors, je dirais, c'est la déformation d'une fascination. C'est pas du jeunisme à tout prix, c'est le relais. C'est vraiment qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui marque dans le monde, c'est ce qui résiste au temps. C'est tout ce qui a traversé le temps, que ça soit des mots, des expressions, des monuments, des recettes, tout ce qui résiste au temps nous permet de le considérer avec, je dirais, enfin de considérer que c'est intemporel, donc
valable pour toujours. Mais qu'en est-il de nous qui vieillissons, qui parfois nous racornissons? Parfois on s'élève en vieillissant aussi. Je ne suis pas en train de dire que la vieillesse est systématiquement un naufrage. Mais cette phrase que tu viens de lire, Olivier, c'est le constat de quelqu'un qui n'est plus au premier plan du paysage d'une ville, du paysage humain d'une ville. Non, À Paris, tu connais Paris, Olivier, bien des gens dans cette salle connaissent Paris aussi. Je sais que Sydney n'est pas une ville de terrasses de café, mais la France, oui. Et quand on va aux terrasses des cafés, voilà, la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est entre 28 et 35 ans. Bien sûr qu'il y a des gens plus jeunes, bien sûr qu'il y a des gens plus vieux, mais le noyau, ben, c'est les gens de l'âge ouais. d'Elisa. Ben voilà. Non. Oui. Non, mais merci Nicolas. Et je crois qu'il y en a. Je fais pas le pitch de Nicolas Fargue ici, mais ce que j'aime bien, c'est que souvent dans ton livre et dans d'autres textes que tu as écrits, c'est tu dis tout haut ce que les gens n'ont pas forcément envie de dire en fait. Donc je trouve ça pas mal en fait, Le assez roman, gonflé, mais le roman, pour moi, est le lieu de nos impolitesses, c'est-à-dire de tout ce que la conversation, de tout ce que la bienséance de la relation sociale de surface, de la sociabilité légère, de la convivialité quotidienne, nous empêche de dire. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense aux gens, sinon on perdrait nos amis, on perdrait notre famille. Les romans servent à cela pour moi. Elisa, une réaction par rapport à ça? Tu es d'accord ou pas? Absolument, je pense que, enfin, je revendique complètement cette liberté-là parce que c'est peut-être le lieu où jamais où on peut exprimer toutes ces choses. Et bah, là, dans la réception de mon propre livre, c'est vrai que souvent on me dit, mais en fait, c'est très beau, mais en même temps, c'est tellement violent, c'est tellement dur. Il y a des gens qui sont heurtés. Et en fait, je crois que c'est simplement la pure réalité des choses, ces ambivalences. Et c'est simplement que j'ai l'impression que quand on me dit que c'est dur ou que, je sais pas, il y a quelque chose de violent, c'est simplement que le miroir, en fait, de la réalité est parfois difficile. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou d'entendre ou de penser, mais c'est un fait. Et, et moi, je trouve que c'est... Ce qui est surtout intéressant, c'est que Heureusement, quand on te voit, Elisa, a priori comme ça, on n'imagine pas effectivement là, encore une fois, c'est la vitrine de la sociabilité. On est là en train de, voilà, on s'écoute les uns les autres. Il y a cette visio, voilà, il y a un public qui nous a fait l'honneur de se déplacer pour venir nous écouter. On va pas se mettre à débiter des insanités, mais le roman, et c'est ça qui est curieux, et c'est ça aussi qui est curieux au sujet des écrivains. Je pense que nous avons tous en nous notre part d'inexprimé, de violence inexprimée. Il y en a qui l'expriment physiquement, évidemment. Moi j'interviens beaucoup en milieu carcéral et les prisons sont pleines de gens qui s'expriment, qui passent à l'acte. Ben, j'ai envie de dire, pour faire un petit peu court, pour une formule peut-être un petit peu lapidaire, un petit peu trop rapide, que les écrivains sont des violents qui ne sont pas passés à l'acte parfois. C'est-à-dire dont les mots ont permis de donner un coup de sabre à Fleury-Moucheté. Voilà. Bref. Ouais, non, tout à fait. Et Elisa, je voulais. Donc, on a Nicolas, et je suis d'accord avec toi, il faut écouter les jeunes. À chaque fois qu'il y a des jeunes voilà, qui font des choses pas bien, voilà, on tape sur les jeunes. C'est facile de taper sur les jeunes, mais je pense qu'il faut les écouter parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sensées. Et je me demandais si l'inverse, de ton point de vue, Elisa, qui est plus jeune, qu'est-ce que tu penses, voilà, des gens? Est-ce que tu écoutes tes aînés qui ont 50, 60 ans? Qu'est-ce que les gens de ta génération prennent, voilà, de gens qui sont plus âgés que toi? moi, j'ai pas du tout un regard signifiant par rapport à une généralité parce que j'ai toujours été amie ou entourée avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Donc, en fait, c'est plutôt que je me reconnais pas du tout.
les gens de mon âge. J'ai aussi vécu pendant 8 ans avec un homme qui avait 25 ans de plus que moi. Donc, vraiment, c'est dire, je suis complètement déconnectée des jeunes, très jeunes trentenaires. Mais au point que vraiment, quand j'en vois autour de moi, enfin, ou les très rares amis qui sont un peu plus âgés que moi, du coup, mais qui, voilà, qui sont encore dans la trentaine, c'est étrange. J'ai vraiment l'impression de pas savoir quels sont les codes, en fait. Et j'ai souvent une impression d'étrangeté aussi par rapport à mes trois petites sœurs. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient, mais probablement que si j'écris, c'est aussi parce que je me sens en décalage en fait depuis toute petite vis-à-vis de mon entourage socio-culturel, mais peut-être aussi au niveau de l'âge. Enfin, après, c'est des choses qui tendent à s'équilibrer, je crois, plus le temps passe. Ce décalage, il était extrêmement fort quand j'étais plus jeune voilà, c'est vrai que maintenant, ça commence à s'équilibrer, mais c'est juste que, en fait, pour moi, c'est quelque chose, enfin, je m'en fiche, en fait. C'est pas spécialement un sujet dans mon esprit pour ma personne. Enfin, D'accord. Merci Elisa. Euh, je te pousse pas dehors, mais si tu dois nous quitter, n'hésite pas à nous faire signe. j'ai j'ai envie de rester, en fait, c'est fou, Ah mais mais, ouais. ah mais, Moi, mais je me reste, dépêche un reste, peu, mais allez, je reste encore 5 minutes. reste parce que les petites phrases, j'en ai plein en fait, hein. Et les petites phrases de Nicolas, elles sont croustillantes, hein. Je vais peut-être en prendre une autre si tu m'autorises. Et euh, alors, moi j'aime bien. Donc la voici. La gentillesse, comme les professions artistiques, en vérité, cela ne vaut rien. L'art, c'est comme les bons sentiments, un caprice de nantis, d'esthète et de naïf. C'est dur ça quand même, hein? Non, mais ça fait partie voilà, qu'est-ce on n'est pas raisonnable. Nous ne sommes pas raisonnables, nous ne le sommes pas toujours. La conversation est faite d'équilibre, de consensus, mais elle est faite parfois de saillies et heureusement, mon Dieu, de subjectivité absolue. Je reviens là-dessus, où c'est votre humeur, où c'est votre frustration, où c'est votre colère, bref, toutes les mauvaises raisons, toutes les bonnes raisons qu'on a de dire des bêtises. Et parfois, comme dans tout ce qu'on dit, il y a une part de vérité aussi. Zélie qui dit c'est un caprice de Nancy. Pourquoi elle dit ça? Parce que c'est une artiste frustrée, parce qu'elle n'a pas réussi. On arrivait au début de la conversation, j'ai rejoint la conversation. Elisa était en train de parler du fait qu'elle était traduite en 30 langues ou que ça marchait très bien, etc. Moi, par exemple, ça fait presque 25 ans que je publie. Je suis retombé aujourd'hui à 51 ans à mes premiers tirages. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis pas un écrivain qui vit de son écriture. J'ai la chance encore d'avoir mon éditeur qui me suit. Ouf, merci. Et ça me donne une légitimité, parce que Elisa parlait de légitimité tout à l'heure. Ça me donne une légitimité. Ça me fait me tenir droit. Ça me fait avoir une espèce de bâton dans le dos là qu'on m'a scotché sur la colonne vertébrale pour que je me tienne droit en étant plutôt heureux d'avoir cette possibilité d'accomplir quelque chose de m'accomplir moi-même en étant publié chez un bon éditeur. C'est important de faire quelque chose qui nous donne le sentiment d'être nous-mêmes. Tant de gens vivent des vies en passant à côté de ce qu'ils sont, parce qu'ils ont obéi à papa et maman qui voulaient qu'ils soient médecins, avocats, ou je ne sais quoi. Alors, on a peut-être réussi financièrement, on a peut-être un compte en banque garni, mais qu'a-t-on fait pour soi? Moi, à ce titre, là-dessus, je suis comblé parce que voilà, je publie des livres et je suis heureux avec ça. Mais Zélie, elle, n'est pas allée jusque-là. Donc, elle attend. Vous savez, parler à un écrivain qui vend énormément de livres ou un artiste qui marche, il va vous dire que l'art, c'est formidable parce que il ou elle a ce privilège d'être reconnu, voire d'être plébiscité. Prenez un artiste, prenez un artiste qui ne marche pas ou insuffisamment et qui a nourri une forme je dirais, d'amertume face à cet insuccès, ben, le discours change. C'est oh, de toute façon, plus personne lit. Oh, de toute façon, plus personne va au cinéma. Oh, il n'y a que les films Marvel qui intéressent les gens. Moi qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'écris un scénario de film d'auteur, mais personne n'en veut. C'est ça. On a un discours qui brusquement devient celui d'une personne un peu réactionnaire, un peu vieux con, un peu débile. Voilà.
toute proportion gardée, parce que Zélie est un peu plus intelligente que ça, mais c'est ce qu'elle dit à travers cette phrase. C'est ce qu'elle dit. Oui. C'est la phrase d'une artiste frustrée. Et en même temps, lorsqu'on regarde, par exemple, un pays comme la France où une grande partie de l'art est subventionné, c'est-à-dire qu'on a énormément on a le CNC, par exemple, lorsqu'on écrit un scénario de cinéma, il a de grandes chances d'être produit quand il est passé par une commission nationale de l'avance sur recette, qui est un feu vert étincelant pour d'autres financements privés. Voilà, il y a, pareil, et l'Alliance française en est un excellent exemple, il y a dans le monde entier des représentations diplomatiques culturelles, que ce soit l'Institut français, l'Alliance française, qui, pour partie, est financée par l'État français, qui permettent aux artistes de s'exprimer. Alors, je ne sais pas, Elisa, mais moi j'ai eu un succès en 2006, un livre qui s'appelle J'étais derrière toi, qui a été traduit en une vingtaine de langues et qui s'est bien vendu en édition originale, bien en poche. Mais j'ai découvert ce que voulaient dire toutes ces traductions. C'est en fait le ministère des Affaires étrangères français qui subventionnait des traductions en Russie. Les seuls pays qui traduisent, c'est les pays anglo-saxons, les Allemands, les Italiens, les Brésiliens, enfin, il y a une quinzaine de pays, la Corée aussi. Je sais que j'ai des livres traduits en coréen, je ne sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a aussi toute une politique, je dirais, soutenue par l'État. Donc, quand on est écrivain, quand on est artiste, on a un public restreint, nécessairement, je veux dire, sauf quand on est Amélie Nothomb. On a un public restreint. On n'est pas une rockstar. On n'est pas Steve Jobs. On n'est pas des gens qui avons un impact immédiat, concret dans la vie matérielle des gens. On peut avoir un impact émotionnel au plus ou moins long cours, mais qu'est-ce qui fait que on peut parfois se dire à quoi, si l'art n'est pas finalement un souci de nanti, c'est que pour accorder de l'importance à un roman, il faut avoir un bagage pour cela quand même. Ça ne veut pas dire que les gens issus de classes défavorisées ne peuvent pas lire, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut avoir l'espace mental pour ça. Il faut avoir l'espace mental. Or, acheter un iPhone, bah, tout le monde a besoin d'un téléphone portable et tout le monde est prêt à dépenser beaucoup l'argent qu'il n'a pas pour acheter un iPhone. Vous voyez la différence. Il y a des choses, tout ce qui est l'ordre du business, par exemple, là, on n'a pas besoin de subventions de l'État français, enfin, sauf à très haut niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que les artistes restent quand même, moi, pour avoir vécu dans des pays où il n'y a en République démocratique du Congo, au Cameroun, à Madagascar, où il n'y a pas de ministère de la culture qui subventionne des artistes, eh ben, je peux vous dire que l'artiste n'est pas à l'échelle des sociétés reconnu comme être artiste, c'est pas une profession valable pour... Non, il faut faire des choses qui rapportent. L'artiste, c'est celui qui s'amuse, c'est celui qui fait ça en dehors de ses heures. Nous, dans nos 25 social-démocraties occidentales, oui, ça a du sens. Bien sûr, parce qu'on a tout le reste. On a le matelas économique et financier qui permet à l'art d'exister. Voilà tout ce que je voulais dire à travers cette remarque. Merci Nicolas. Et en réponse de ça, je voudrais en fait dire un texte, un extrait de Elisa, qui est un peu le retour sur investissement en termes d'émotion et de vérité, voilà, dévoilée à travers les mots. Donc ça, c'est un extrait que j'ai beaucoup aimé. Et tu me diras ce que tu en penses après, Elisa. Donc, j'ai rencontré Irvine un 14 novembre, le jour du Pickle Day, la fête juive du concombre en Saumur. Son cabinet de conseil se trouvait quelques rues plus loin. Il profitait d'une pause. Ambiance foraine. Quand il m'a aperçu, il a acheté un deuxième cornichon et est venu me l'offrir en disant qu'il était sûrement trop salé. Irvine ne connaissait rien au monde du cinéma. Et tout ce que j'avais connu s'est révélé idiot face à ma découverte de sa peau contre la sienne. Contre la mienne. Pardon. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que justement, et c'est quelque part lié à ce que tu disais, Nicolas, c'est-à-dire que euh, tout ce qu'on connaît, finalement, ne résiste pas
toutes nos croyances ne résistent pas finalement aux rencontres amoureuses, ou sociales, ou aux choses, aux émotions que peut créer la rencontre de l'autre. Et donc, en ça, je suis pas à 100% d'accord avec toi, Nicolas. C'est-à-dire que pour moi, et peut-être parce que j'ai une carrière, voilà, en entreprise avant, mais maintenant, moi, tout ce qui compte, et c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous au 13e étage, alors que je pourrais être ailleurs, c'est justement rencontrer des gens, aller à la rencontre de l'autre, avoir des émotions avec vous. Et pour moi, il n'y a rien de plus valable que ça, que cette petite phrase. Et tout ce que j'avais connu s'est révélé idiot face à ma découverte de sa peau contre la mienne. Mais tout est résumé, quoi. Tu trouves pas? Là, c'est encore autre chose. C'est, je pense, là, c'est que la, le contact de deux peaux, donc en prémisse de l'acte amoureux, transcende tout le reste. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est, je pense, enfin, moi, c'est ce que je lis dans cette phrase, Mm. c'est-à-dire que toutes nos convictions, toutes nos inclinations, que ce soit pour l'art ou pour autre chose, ben, rien ne vaut finalement ce moment de combustion là, de grâce et de voilà, de lévitation. Oui, non, Mais effectivement. oui, Mais on ça peut peut être aussi, bien sûr. Mais ça peut être la peau, mais ça, enfin, la peau, le mot peau peut être remplacé par esprit, par rencontre, par voilà. C'est la croisée des chemins entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Et Elisa, euh, qu'est-ce que t'inspire ce passage ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce sujet? Je crois que on peut le voir de manière tellement différente selon qu'on le prend dans son contexte ou pas. Et, euh, et en fait, dans le contexte du vieil incendie, il est peut-être moins lumineux que hors contexte parce que, en l'occurrence, c'était peut-être une mise en lumière du décalage justement qu'il pouvait y avoir entre cette histoire d'amour qui a débuté à New York avec cet homme avec lequel elle est encore et tout ça, mais en fait, c'était plutôt pour montrer peut-être l'intensité de l'état émotionnel dans lequel Agathe est quand elle revient en Dordogne, puisqu'elle a vécu une fausse couche, mais d'une grossesse qui n'était pas désirée, justement, issue de cette rencontre avec Irvine, et que lui souhaitait, enfin voilà, donc j'aimais bien, en fait, parler de, enfin c'est comme la métaphore de cet incendie, en fait, une allumette qui, comme ça, peut craquer et provoquer tellement de choses, mais à partir de quoi, en fait, et de quelque chose de tellement intense et à la fois tellement banal peut-être. Et puis qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait? Qu'est-ce qu'on fait justement d'une rencontre? Euh, et et qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça c'est le contexte de son couple, mais qui est en fait en fond dans ce texte, puisque le vrai rapport c'est avec la sœur vis-à-vis de laquelle elle était une forme de petite maman quand elle était plus jeune et qu'elle retrouve désormais adulte en ayant été sur le seuil d'une maternité possible mais pas spécialement voulue, mais que, enfin, donc, moi c'était plutôt cette idée de oui, on se rencontre les uns les autres, on se côtoie, mais en même temps, en fait, qu'est-ce qui en miroir, qu'est-ce que ça provoque en soi, mais plutôt en creux que justement en apparence. Enfin, c'était vraiment la question, je crois, du vide, enfin du ventre vide, des mots qu'on ne peut pas exprimer, des cavernes, des gouffres, Hmm. de W ou Souvenir d'enfance de Perec que Agathe doit adapter pour Netflix, en fait, donc ce qui me Ouais. paraît absolument impossible. Mais c'est quelque Ouais. chose qui m'a amusée parce que j'ai étudié au cinéma et aussi cette injonction à l'efficacité, à la narration, les sommes astronomiques du milieu du cinéma aussi me fascinent, enfin ne m'attirent pas du tout, mais me fascinent au sens strict du terme. Donc Hmm. me- c'était Ouais. plutôt ça, je crois, qu'à travers cette phrase-là, j'ai voulu exprimer. Ah non, tout à Mais fait. Non, l'écriture en creux et ce que les silences peuvent dire. Et aussi, il y a quelque chose que, je sais plus qui a dit ça, mais c'est quelqu'un. Le silence, c'est la place qu'on laisse à l'autre pour être soi, en fait. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup.
parce que ton livre, c'est beaucoup voilà, dans les non-dits, dans les silences, dans l'écriture en creux. Euh, et dans le monde d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de ces silences qui sont laissés pour laisser les autres être qui ils sont vraiment. Parce que tout le monde, voilà, voilà, il faut créer un buzz, il faut faire du bruit pour être écouté, il faut avoir des likes sur les posts, etc. Donc il y a beaucoup moins voilà, d'écriture et de signification en trop. Euh, Maintenant, j'aimerais bien poser, parce que je sais qu'il nous reste à peine 5 minutes, et j'ai conscience que il n'y a pas eu de questions du public, et je suis sûr que vous en avez beaucoup, parce que Elisa et Nicolas sont là avec nous, ils sont vraiment très différents. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et je suis sûr que vous en avez, donc essayez de poser des questions. Michel, la première? Peut-être. Michel, Oui. est-ce que je peux t'inviter au pupitre, s'il te plaît? Bonjour. Voilà, tu t'assois ici. Bonjour. Ok, comme ça. Tu te présentes. Très bien. Je m'appelle Michel. On va en rester là à ce sujet. C'est pas de moi qu'il s'agit. Dans l'écriture, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de l'écriture des livres, des deux livres. Si vous avez décidé dès le départ, par exemple pour Elisa, la retrouvaille de deux sœurs, une des sœurs qui ne parle pas dans un autre endroit. Et est-ce que le livre ou l'écriture du livre a évolué au fur et à mesure que l'histoire se développait, ou bien tout était bien pensé à l'avance, tandis que Nicolas, qui décrit une quinquagénaire qui a été déçue, qui a eu certaines déceptions dans sa vie, est-ce que tous ces thèmes-là étaient bien pensés dès le départ, ou alors est-ce qu'ils ont été découverts au fur et à mesure de l'écriture du livre? Grande question, on va faire court, hein. Vas-y, Elisa, je t'en prie. On fait des politesses. Bah, en fait, non, moi, c'est très simple. J'ai pas. Alors, je pense que pour me rassurer, j'essaie de me faire des plans ou de poser comme ça quelques thématiques fortes, mais en fait, tout part d'une espèce de magma émotionnel que je porte en moi qui est trop intense pour que je ne puisse rien, pour que je puisse ne rien en faire. Mais ça pourrait prendre la forme d'une performance théâtrale, de la musique ou de la danse, enfin, de tous les autres types d'intérêts que je peux avoir dans la vie, avec évidemment des... Enfin, je ne suis pas professionnelle, mais par contre, je suis vraiment très créative en général. Et, euh, et je pense que l'écriture, c'est quand même ce qui me permet d'aller le plus loin dans cette forme de mise en forme de ce matériau-là intérieur dont j'ai conscience, mais à la fois dont je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Et, et en fait, c'est vraiment... Enfin, donc je peux avoir des idées assez précises de ce que j'aimerais faire. Mais dès l'instant où je commence à écrire, l'écriture me mène systématiquement bien, bien ailleurs. Et, et pour moi, le travail, c'est justement de faire confiance à cette intuition-là, parce que dès que je me mets à intellectualiser, en fait, mon jugement, il est tellement sévère que souvent je suis bloquée, ou alors on sent la facture du texte, ou je sais pas, des choses qui... Enfin, en fait, ça ne mène à rien de bon. Et pour moi, vraiment, le grand travail, c'est d'essayer de me mettre le plus pratiquement possible, enfin, le plus vite ou le plus, je sais pas quoi, enfin, dans cette disposition d'écriture qui est vraiment celle d'une forme, je sais pas, d'état de conscience modifié. En fait, on doit être disponible à cette petite voix qui arrive, mais qui en tout cas est à la fois consciente et à la fois très inconsciente. Je ne sais pas le dire autrement, mais souvent je suis très surprise de ce qui arrive, en fait. Ouais. Alors, pour ma part, Michel, moi, je serais incapable de penser toutes les nuances d'un personnage à l'avance. Incapable. Il y a, on va dire, une ébauche plus ou moins précise d'une trame narrative qui mène à un incipit, à une première phrase qui décidera de l'élan du texte, hein, qui décidera du ton du texte. Vous savez, quand on commence un texte, enfin dans mon cas, les questions, elles sont toutes simples. Première ou deuxième personne du singulier? Première ou troisième personne du singulier? Un narrateur omniscient ou justement quelqu'un d'enfermé dans son jeu? Deuxième question très importante, le temps.
du présent, du passé. Si c'est du passé simple, à l'ancienne, comme on faisait au 19e siècle et avant, ou du présent, mais qui a le risque d'être maniéré. Voilà, ça, c'est vraiment des questions techniques qui se posent dès le départ. Et ensuite, et ça, c'est pas une légende, on découvre nos personnages au fur et à mesure qu'on avance. On les écoute pour savoir ce qu'ils ont à nous dire quant à leur avenir. Moi, c'est véritablement comme ça. L'écriture, c'est à la fois, pour moi, un motif de surface, appelons ça la trame, et des coups de sonde qui peuvent vous venir n'importe quand. Ce sont des digressions aussi. L'écriture, c'est de la digression par rapport à la colonne vertébrale que vous avez définie dès le départ. C'est ça qui donne aussi à son roman, au roman, un caractère imparfait, imprécis, qui, à mon sens, fait le charme incontestable du roman. C'est que c'est pas toujours maîtrisé dans sa forme. Alors, il y a évidemment des écoles aussi extrêmement rigoureuses d'écrivains qui ont un canevas très, très précis, avec énormément de détails prédéfinis. Ça existe. Je pense qu'un écrivain comme Tom Wolfe, l'américain, qui est mort il y a quelques années, je crois qu'il travaillait comme ça. Tout était déjà prédéfini et il n'y avait plus qu'à remplir, fill in the blanks, or befilling the canvas, right? Et moi, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus impressionniste. Ouais. Merci pour les réponses. Merci. Merci tous les deux. Merci Michel pour ta question. Une dernière question? Allez-y. Je vais juste dire que l'Alliance de Ciné, en fait, elle est indépendante et elle ne reçoit pas de gouvernement. Eh ben, c'est une grande chance. Ça veut dire que vous avez des revenus suffisants pour maintenir un TGF. Voilà. Que nous remercions. Elisabeth, une question? C'est une petite question, je dirais un peu banale, puisque j'aime pas trop parler de la pandémie en fait. Mais est-ce qu'il y avait... Bonsoir, je m'appelle Elisabeth et merci beaucoup pour l'échange. Mais est-ce qu'il y avait des thèmes qui ont vous inspiré pendant la pandémie? Et est-ce que les thèmes que vous avez écrits a changé ou a évolué pendant ces périodes? Elisa, je t'en prie. Non, alors moi, la pandémie n'a pas eu d'impact du tout sur sur mes thématiques intérieures ou ce genre de choses. C'est plutôt une période qui m'a sidérée et à laquelle, et de manière générale, je ne peux pas réagir enfin, de manière littéraire à chaud sur le moment. J'ai vraiment besoin de réflexion, de prendre du recul, d'être dans ce temps de la lenteur de l'écriture, en étant dans une grande solitude. Alors ça a été potentiellement le cas, mais non, en fait, et même aujourd'hui encore, je crois que ce qui s'est passé durant la pandémie rejoint une forme de questionnement ou d'inquiétude constante pour moi, liée à plein de choses, hein, au domaine de la santé publique, de l'écologie et tout, mais qui sont de toute façon là et pas forcément et présents dans mon travail, mais pas au premier plan, en tout cas. Alors, c'est Elisabeth, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Elisabeth, pour ma part, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que donc je vis à Paris depuis 2 ans, où tout le monde me parle de la pandémie. Tout le monde me dit l'avant et l'après, c'est-à-dire ce que ça a changé chez eux, ce que au quotidien ça a créé dans leur espace mental. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir raté cette période fondamentale de la vie parisienne, de la vie française, parce que je vivais dans un pays où j'étais pas du tout confiné. Je vivais en République démocratique du Congo, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas porté de masque. Je n'ai pas vécu le... je ne sais pas. Je ne peux... ça n'a rien changé chez moi. Mais je sais que ça a changé beaucoup de choses dans ma famille, parmi les gens que je peux croiser ça et là. Et ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que ce matin, j'ai pris le bus et j'étais l'une des seules personnes dans le bus à avoir un masque, un masque
parce que j'ai pas envie d'attraper les maladies des autres hivernales, tous. Parce qu'ici, c'est pas l'été, c'est l'hiver. C'est pas comme chez vous. Voilà. Donc, voilà le paradoxe. C'est que maintenant, je me rattrape. Comme j'ai raté le confinement, je me mets des masques. Merci beaucoup pour vos réponses complètement différentes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup à tous les deux, Elisa et Nicolas. C'était passionnant et on pourrait continuer comme ça. Mais malheureusement, on va devoir en rester là jusqu'à l'année prochaine quand le Philo Bistro va reprendre. Mais en tout cas, merci infiniment à tous les deux pour votre temps. Merci. C'était Merci beaucoup. un honneur d'avoir deux auteurs de votre calibre, deux auteurs estimables, pour reprendre le mot de Nicolas dans notre discussion. Je l'ai dit pour moi, je ne me permettrai pas de juger Elisa estimable. Estimé en tout cas. Deux auteurs très estimés. Donc voilà, moi je suis honoré en tout cas de recevoir voilà, des talents comme ça. Donc merci beaucoup. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Et moi, je Et une voulais... très bonne soirée à vous, donc. Et moi, je voulais juste au nom de l'Alliance française de ciné vous remercier vraiment du fond du cœur. C'était passionnant et c'était vraiment extrêmement agréable, enfin un vrai moment de culture comme on l'aime et de partage. Et je tenais vraiment à remercier Olivier Vogetta qui, depuis pas mal de temps maintenant, anime ces bistrophilos qui sont de plus en plus un succès et qui sont à chaque fois des vrais moments de partage de vraie culture française à l'autre bout du monde, à 17 000 kilomètres. Donc merci beaucoup aussi à Olivier. Merci Voilà. beaucoup. Merci Merci. Philippe. Bon, bah, je m'attendais pas à ça, c'était pas scripté ça. C'était pas dans mon script. En tout cas, merci beaucoup. On vous libère. Elisa, bon voyage dans le train ou bon déménagement aussi. Et puis Nicolas, bah, bonne journée dans le 14e à Paris. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, c'était sympa. Hein, drôle aussi. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Effectivement.